rencontre annuelle qui se déroule pour la 26e année en Auvergne-Rhône-Alpes pour parler d'un sujet particulier qui est le sujet de la francophonie économique, qui est un sujet qui devient de plus en plus à la mode, car si on parle généralement de la francophonie dans son acception plus culturelle, aujourd'hui sa réalité économique nous saute un petit peu aux yeux. Et pour un peu planter le décor, en gros vous savez que la francophonie c'est à peu près une trentaine de pays qui sont situés, 50% qui sont situés en Afrique, les autres sont un peu partout et notamment 30% en Europe. Et selon le rapport qui a été effectué par Jacques Attali, qui doit dater déjà d'il y a à peu près 18 mois, on pense que les pays francophones représentent en gros 16% de la richesse mondiale, ce qui est pas tout à fait anodin pour nous, d'autant plus que si on prend la croissance du PIB de l'ensemble de ces pays, ça représente environ 7%, ce qui est quand même une croissance qui est tout à fait, pas exactement la nôtre en France, en tout cas telle qu'on la connaît. Voilà, au-delà de ça, on peut le dire aussi que c'est une demande des entreprises, parce que si on prend l'analyse d'ailleurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la demande des entreprises françaises, on assiste en fait à une demande de plus en plus croissante, notamment sur les pays d'Afrique qui connaissent un regain d'intérêt aussi bien au niveau national, qui est relativement important, mais aussi sur les pays frontaliers. On va le voir dans quelques minutes, puisque si je fais l'analyse de toutes les demandes des entreprises au niveau rendez-vous, c'est plus de 30% des demandes qui sont faites sur l'espace francophone. Voilà, pour parler de ce sujet, on a rassemblé un très beau parterre, à commencer par Étienne Blanc, qui est le premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Sanoussar, qui représente les PME-PMI du Mali et qui nous dira un peu sa vision africaine, un aspect plus transfrontalier avec Thierry Baglan, qui représente un peu la Suisse au niveau des cantons francophones, cantons de proximité, et on reparlera de cet aspect transfrontalier ici par rapport à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le représentant de l'AWEX de la Wallonie, qui viendra, M. Patrick Le Sel, qui est nouveau ici d'ailleurs en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et qui viendra nous dire un peu comment on est vu par ailleurs. Et enfin Jean-Louis Giacometti, je m'assois Jean-Louis à côté de toi, qui est le directeur général de la Chambre de commerce française en Côte d'Ivoire. On parle beaucoup de Côte d'Ivoire en ce moment, qui est un peu une espèce de hub de l'Afrique. Et donc c'est à juste titre, dit-il, évidemment. Et donc on regardera un peu comment on est vu. Bon, l'idée est un peu de comprendre quelles sont d'abord les politiques générales sur le sujet, et aussi d'avoir un retour d'expérience de chacun d'entre vous pour savoir comment on est vu aussi, nous, Français, acteurs de la francophonie, au sein de cette francophonie économique, et quelles sont un peu les attentes de chacun. Alors Étienne Blanc, bonjour, merci, prenez donc un micro, merci d'être présent ici avec nous. Alors la francophonie est quelque chose qui préoccupe beaucoup la région Rhône-Alpes, parce que d'abord il me semble que vous avez une action avec l'AIRF que vous soutenez. AIRF qui veut dire déjà ? Association internationale des régions francophones. Alors c'est une association qui est portée par la région Rhône-Alpes. Oui, c'est une association qui est installée dans un bâtiment à proximité de la région, à Éolis, avec des collaborateurs qui sont mis à disposition par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, oui, pardon. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça évoque chez vous, la francophonie ? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations économiques en politique générale, ou c'est quelque chose qui n'a pas de cours au sein de votre politique ? Bien sûr que si, d'abord parce qu'on accueille l'association des régions francophones, et ensuite parce que dans notre région, il y a une tradition très très ancienne de coopération avec les régions francophones, dans des tas de domaines, dans le domaine de l'humanitaire, aussi sur des sujets, sur des thématiques économiques, dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, on a toute une série de coopérations. Non, ce que je voudrais dire, c'est que pour une collectivité comme la nôtre, qui est maintenant une très très grande région, je rappelle que c'est un territoire aussi grand que l'Irlande, et c'est une population de 8 millions d'habitants, autant que la Suisse, la tentation c'est d'aller un peu partout à l'international. Mais qui trop embrasse mal étreint, si on va partout, on est mal identifié, on est peu reconnu et on n'est pas efficace. Donc avec le président Laurent Wauquiez, on s'est fixé un certain nombre de priorités. Et parmi ces priorités, il y a les coopérations frontalières, parce que nous avons la chance d'être frontaliers avec la Suisse, avec le canton de Genève et avec le canton de Vaud,
deux cantons suisses qui sont des cantons francophones et qui nous ouvrent sur la région du Valais, qui est aussi francophone, la région de Châtel et du Jura. Et puis, une coopération en direction des régions francophones. Donc c'est dans notre schéma de développement économique une priorité affichée. Alors quelles sont les régions particulièrement donc, transfrontaliers d'accord, donc avec la Suisse? Oui, transfrontaliers, on les identifie bien. Oui, ça va. Et quelles sont les régions, on reviendra dessus après, quelles sont les régions avec lesquelles vous avez des coopérations particulières? Alors, pour nous, une des priorités, c'est le Maroc. On est extrêmement présent au Maroc avec des coopérations très soutenues avec la région de Rabat, Salé, Kénitra. Okay, oui. Où là, on a installé, on envisage d'installer des coopérations solides et des coopérations pérennes. On est évidemment très lié à la Tunisie, où là aussi on a une histoire commune qui est très forte. Et puis on est lié avec des pays d'Afrique de l'Ouest, avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire. Vous étiez récemment, enfin je ne sais pas si c'est vous qui étiez récemment en Côte d'Ivoire. Récemment, il y a une mission de Verne-Rhône-Alpes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que vous avez, vous, une politique spécifique qui est fléchée par rapport à ces pays francophones et comment est-ce que vous comptez mobiliser les entrepreneurs de la région sur ces pays? Alors, la question qui se pose, c'est la question des outils qu'on met à disposition des entreprises. La tentation des collectivités, c'est de créer autant d'outils qu'il y a de problèmes. Et puis une fois que l'outil a été créé, comme on a créé des structures, on ne les remet jamais en cause. Et pire encore, on ne les évalue pas. On a, dans nos collectivités publiques, énormément de difficultés à poser des indicateurs et à évaluer nos politiques. C'est la raison pour laquelle, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a inversé le système dès qu'on a pris la responsabilité de cette région au mois de janvier 2016. Et l'inversion, c'est quoi? L'inversion, c'est partir d'un constat que vous avez un tissu d'entreprises privées, de cabinets conseils et d'entreprises qui couvrent parfaitement des champs de développement à l'international. Et que ça ne sert à rien pour une collectivité d'aller marcher sur les plates-bandes de ces entreprises ou d'associations ou de structures qui souvent ont été créées par des entreprises ou par leurs organisations professionnelles. Donc on a fait un grand nettoyage en disant nous on va aller là où aujourd'hui il y a des vides, là où il y a des manques. Et c'est la raison pour laquelle on a créé une agence. C'est pas un service, c'est une agence qui a une forme associative. Elle est dotée d'un budget puissant pour fonctionner à hauteur de 18 millions d'euros. Et cette agence va repérer les champs de développement de l'export. C'est-à-dire que ça sera notre service instructeur. Notre objectif, c'est à terme que toutes les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes qui veulent se développer, notamment à l'international, identifient cette agence comme l'outil qui leur permet d'accéder au dispositif d'accompagnement. Alors l'année dernière, il y a un an, vous étiez pratiquement sur ce plateau à peu de choses près pour annoncer la création de cette agence. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc si je comprends bien. Elle sera opérationnelle véritablement quand? C'est-à-dire quand est-ce que les entreprises pourront s'adresser à elle? Elle est d'ores et déjà opérationnelle, elle a été créée au mois de septembre. Alors bien sûr, il faut un peu de temps. Je disais tout à l'heure, la région est vaste. Et il faut aller d'Aurillac à Divonne-les-Bains, ou de Divonne-les-Bains à Aurillac, souvent. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est difficile, mais c'est un bouleversement. C'est la première agence de cette nature en France, portée par une région, quelque chose de lourd. Mais ça y est, le dispositif est en marche, les recrutements sont en cours, elle commence à être opérationnelle. Je parlais avec quelques chefs d'entreprise tout à l'heure. Est-ce que vous, collectivité, il n'y aurait pas quelque chose à faire de spécifique sur les marchés publics dans le cadre des accords que vous pouvez avoir dans la francophonie, avec un accès privilégié, avec les régions que vous citiez, Rabat, Salé, Trinita? Et pour nous, c'est quelque chose de très très important. Faire en sorte que l'argent public, auvergnat-rhône-alpin, profite à des entreprises Auvergne-Rhône-Alpes. Alors il faut se méfier parce que quand on dit ça, on a parfois, on donne le sentiment d'être protectionniste et d'être fermé. Mais quand on connaît bien son écosystème régional, c'est bien plus facile d'affecter les fonds publics à des projets de coopération sur lesquels il y a de véritables retours pour nos entreprises. Et les marchés publics font partie de ce concept-là. Alors, il ne faut pas se le cacher, quand on est à l'étranger, dans ces régions francophones, ce sont des sujets dont on parle très très fréquemment avec nos interlocuteurs et c'est pour nous évidemment une priorité.
Vous êtes maire d'Yvonne. Pour nos éditeurs qui nous écoutent de la région du Mont-Blanc au sens large du terme, parce que maintenant les réseaux nous feront écouter ça bien plus loin. Qu'est-ce qu'on a à améliorer, vous de votre côté, pour travailler, ou comment est-ce que vous aimeriez qu'on travaille plus, notamment avec la région frontalière qui est la région de Genève? Alors d'abord, il existe toute une série de dispositifs, notamment de dispositifs européens pour nous accompagner sur ces coopérations. C'est le cas des dispositifs Interreg, qui sont financés au titre du FEDER. Alors comment améliorer les choses? La première des choses à faire, c'est une véritable simplification de l'accès à ces fonds européens. On souffre aujourd'hui sur ces fonds, fonds structurels ou fonds de cohésion, on souffre de véritables difficultés en raison de la complexité de leur mise en œuvre. Les procédures d'instruction sont longues, les contrôles sont tatillons, complexes. On s'aperçoit que pour donner 1 euro, parfois on dépense 30 centimes ou 40 centimes d'euros en fonctionnement. Ça, c'est le premier sujet sur lequel il faut qu'on travaille avec la Commission européenne. On est en train, en Auvergne-Rhône-Alpes, de bâtir un rapport très circonstancié et très précis pour évaluer les procédures sur les fonds Interreg. Et à partir du mois de janvier, on ira défendre à Bruxelles une procédure de simplification. La deuxième chose sur laquelle, mais ça c'est la responsabilité des politiques, c'est que souvent sur une frontière, on n'a pas de stratégie, on fait de la cueillette. Voilà. Donc on va un peu dans tous les sens, on n'est pas très lisible, on n'a pas d'action directrice bien identifiée. Et ça nous pose un problème avec les entreprises voisines, ça nous pose un problème avec les pouvoirs publics du canton ou du pays voisin. Donc avec la Suisse, et on va commencer à y travailler le 15 janvier à la région, on organise un séminaire très très important, on accueille un grand nombre d'entreprises suisses et de décideurs suisses, et on va inciter le monde économique à faire des choix, et on accompagnera ces choix. Arrêter de saupoudrer, faire des choix stratégiques lourds, par exemple avec la Suisse, sur les sciences du vivant. On s'aperçoit que de part et d'autre de la frontière, on a des entreprises de premier ordre, on a des hôpitaux de premier ordre, on a des laboratoires de recherche de premier ordre, et on est sur des technologies qui sont très porteuses. Par exemple, en matière de médecine, le traitement aux particules lourdes, c'est une spécialité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du fait de notre connaissance dans le domaine du nucléaire. Donc, faire des choix stratégiques puissants et arrêter de saupoudrer, c'est la deuxième chose. Merci Étienne Blanc d'avoir pris quelques minutes de votre temps. Donc on l'a bien retenu pour l'agence régionale, elle est maintenant opérationnelle, donc on pourra aller la voir dès le début du mois de janvier. Et oui, je vous en prie. Non, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cette agence, elle a une particularité, c'est que c'est pas un service public. Je vous disais tout à l'heure, la puissance publique, quand elle a un problème, elle crée un service et une administration. Cette agence est une association. Elle n'est pas dirigée par le président Wauquiez. Elle est dirigée, elle est coprésidée par le président Wauquiez, bien sûr, et par Jean-Dominique Sénard, président de Michelin. Et son organisation, son fonctionnement, sont des organisations et fonctionnements qui s'apparentent au secteur privé. On n'a pas voulu créer la énième usine à gaz qui ne produit pas de gaz. Très bien. Merci. On va continuer dans le transfrontalier avec Thierry Vaglan. Bonjour Thierry. Vous êtes... on va dire tu es, parce qu'on se connaît quand même assez bien, donc ça va être difficile de tricher. Si vous voulez, Marc. Donc tu es un homme du transfrontalier, Thierry, parce que en fait tu es à la fois représentant des cantons lémaniques, je serais pas incapable de tous les citer, mais on va peut-être le faire, et à la fois président d'une association qui s'appelle Courant 812. Courant 812, qui est un exemple de coopération. Pour de transfrontalier aussi pratiquement pour les entreprises. Ça sert à quoi, Courant 812 ? Ça sert à rien, ça sert à vivre heureux entre chefs d'entreprise suisses et français. Et on a un objectif qui est très flou, mais c'est simplement le fait de travailler sans frontières et de partager des expériences entrepreneuriales en dehors de toute organisation professionnelle, mais sur le terrain. 368 adhérents, français et suisses, ont choisi de vivre ensemble des moments de culture ou des moments d'expérimentation économique. Et ce qui est assez surprenant, c'est que derrière nos événements, où il y a d'abord de l'amitié et de la bienveillance, je suis très surpris de voir le très haut volume d'affaires et de mise en relation
sans qu'on n'en ait aucune idée de la mesure. C'est au hasard des rencontres et ensuite des explications qu'on nous dit, ah bah oui, tiens, finalement j'ai traité avec un tel. Mais notre objectif au départ, c'était vraiment un lieu de partage, un lieu culturel. Et c'est pour ça que quand il m'a fait venir, j'étais un peu embêté parce que pour moi, le mot francophonie, c'était un peu un mot en convalescence. J'avais de la francophonie, la vision culturelle. Et puis tu as rajouté la francophonie économique. Et peut-être que tu me fais toucher du doigt le facteur réussite de Courant 812, c'est que en fait, derrière ce côté culturel, le fait de parler la même langue, mais avoir des logiciels vraiment différents, l'organisation de la vie de l'entreprise, le rapport à l'argent, le rapport à l'administration, le droit, tout est assez fondamentalement différent. Et c'est le lien de l'amitié qui fait que, en créant ces événements de partage, petit à petit, on acquiert la compréhension fine de l'autre. Et ça, c'est la chance de la francophonie, c'est que quand même, on parle la même langue, ça, c'est ce qui et ça m'intéresse. facilite les choses. Comment on est vu, nous, Français transfrontaliers, mets-toi, habille-toi en Suisse quelques secondes, entre guillemets, comment on est vu, comment on est perçu, qu'est-ce qui fait qu'on va travailler avec une entreprise française ou pas, c'est quoi notre image ? Les Suisses sont en général très, très admiratifs de la France et des chefs d'entreprise français. Pour eux, travailler dans les conditions légales, dans ce maelstrom un peu compliqué, ils trouvent que les Français sont vraiment fantastiques d'arriver à créer des activités de pointe et de réussir dans ce tel désordre. Ça les interroge. Une chose qui est très importante en Suisse, c'est le soir à la télévision, on ne regarde pas la télé suisse, on regarde la télévision française. Et les débats politiques suisses n'existant pas, ils sont très très friands de Mélenchon, Macron. C'est un pur bonheur de littérature, souvent, de l'exercice intellectuel. Et puis après, plus sérieusement, c'est en même temps, ils sont faussement modestes. Parce qu'ils sont très fiers de ne pas être dans cette complication. À savoir que la politique en Suisse, c'est pas des gens qui vont dire comment faire. Déjà, Étienne Blanc propose déjà un schéma intéressant. Je monte une association. C'est plus maintenant une administration qui va montrer le chemin. Et en Suisse, la politique n'intervient jamais. Elle est là simplement pour fixer un cadre favorable aux affaires. Une ouverture. Mais après, c'est vraiment les acteurs qui se débrouillent entre eux. Si une entreprise ne va pas bien, si un secteur d'activité ne va pas bien, c'est le marché qui fera la suite des affaires. Et même si c'est douloureux, ça a été douloureux par exemple pour Swissair, qui était la fierté de la Suisse, eh bien, ils ont vu partir le fleuron de pas de l'aéronautique, de la flotte d'aviation suisse. Et puis finalement, on est très étonné, mais on se retrouve avec une solution qui est très intéressante quelques années plus tard, avec un système de low cost qui part de Genève. Et donc les autorités suisses ne sont là pas du tout pour indiquer la direction, ils sont là pour fixer un cadre, et c'est vraiment les acteurs qui jouent pleinement leur rôle sans contrainte. Et alors, côté chef d'entreprise, par rapport à la pratique des affaires, quels sont, s'il y avait quelque chose que tu voudrais mettre en exergue, entre guillemets, que les Français ne font pas, qu'ils devraient faire pour pouvoir toucher des entrepreneurs suisses, ou c'est quoi nos défauts, finalement, qu'il faut qu'on corrige si on veut comprendre la mentalité d'un entrepreneur suisse? Les entrepreneurs suisses ont confiance dans leurs salariés. Ils ont une très grande confiance parce que le système de formation en Suisse, c'est pas du tout d'avoir des diplômes où on est très pertinent et très intelligent. 80% des enfants suisses vont vers une formation duale, c'est-à-dire moitié professionnelle, moitié théorique. Et donc, avec ce certificat fédéral de capacité, puis ensuite ce passage à la HES, on a une jeunesse qui a été habituée à travailler en équipe, dans l'entreprise, avec des objectifs, avec des contraintes, en respectant les horaires. Et c'est des gens qui ne cherchent pas à être PDG à la place du PDG. On peut être heureux dans son métier. C'est la pédagogie du succès. Personne ne vise à être tous en même temps PDG ou patron. Chacun essaie d'assumer sa place, mais en entier. Ce qui fait que, la contrepartie, la moyenne des salaires suisses, c'est 6 750 francs suisses. 6 750 francs suisses. Enfin, non, le salaire médian.
6750 francs suisses, c'est pas tout à fait ça. Enfin bon, le travail est au centre de la société, pas le diplôme. Et les chefs d'entreprise sont très fiers d'avoir au moins 5% de compagnons ou de jeunes qui sont en apprentissage chez eux. Parce que pour eux, c'est une véritable richesse. L'un d'entre eux me disait, la première année, je paie 500 francs suisses. Je perds 12 fois 500 francs suisses. La deuxième année, je le paye 1500 francs suisses. Et là, je suis déjà équilibré parce que c'est un garçon qui apporte plein de services à l'entreprise, à l'équipe dans laquelle il travaille. La troisième année, il est encore en apprentissage, il gagne 2000 francs suisses et moi, je gagne de l'argent. Donc, les Suisses me disaient, le système de formation, on gagne de l'argent avec la formation. C'est pas le but, bien sûr. Mais le but, c'était de faire grandir les enfants, les jeunes, dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un ticket gagnant. Donc, ça veut dire que c'est une organisation sociale différente, une façon de faire différente. Oui, c'est Heidi High-Tech, la petite bonne femme qui a les nattes avec, qui est dans la nature, les deux pieds bien sur la terre, et puis qui dans sa poche a un diplôme de biotechnologie. Moi, c'est cette association compétences et terrien qui fait l'originalité de la société et de l'économie suisse. On dit souvent que les Français manquent d'humilité. Est-ce que c'est un défaut ou une qualité vu de Suisse ? C'est plutôt un défaut. C'est plutôt un défaut. Je peux être iconoclaste. Par exemple, Carrefour. Carrefour est venu 2 fois en Suisse en disant on sait faire la distribution. Alors la première fois, ils ont échoué parce que ils nous avaient expliqué que à la Coop, il y avait le café jaune et à la Migros, il y avait le café vert. Ça n'a pas marché. Et derrière, ils sont revenus en disant on va faire un corner de café. Parce qu'on sait que les Suisses, ils ont voyagé pour la deuxième. Ça n'a pas marché non plus. Il faut un peu d'humilité, quoi. Et la petite Migros et la petite Coop ont phagocyté Carrefour. Ils vont revenir une 3e fois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, un peu d'humilité, ça nous fait du bien. Et pour finir, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui s'implantent encore aujourd'hui en Suisse, ou est-ce que tout ce qui doit être implanté est déjà implanté ? Heureusement, quand la France va bien, les entrepreneurs français ont vraiment une vision de l'Europe et une vision du monde. Et souvent, la Suisse, c'est déjà un premier parcours parce qu'on est hors Europe. Donc, c'est déjà un apprentissage vers le grand export parce qu'on passe une douane. Ça, c'est un premier point. Ensuite, la Suisse, c'est un concentré d'Européens du Nord et d'Européens du Sud. Donc, ça peut être un marché test. Et puis, c'est un marché exigeant. Donc, si on arrive à réaliser quelque chose sur un petit marché étroit de 8 millions d'habitants, ça peut être déjà un excellent test pour une PME en primo-exportation ou en primo-implantation. Et puis après, il y a surtout des secteurs qui sont très importants comme la biotechnologie, le médical, la pharma. Là, en Suisse, il y a toute la chaîne de valeur avec des niveaux de réussite qui emmènent beaucoup, beaucoup d'entreprises. Merci Thierry, tu pourras intervenir un peu quand tu veux au sein de ce débat. On va se tourner vers la Belgique, sur lequel... Alors, j'ai un peu la même question parce que, en l'occurrence, Patrice de Grelle, qui est représentant de la WEX et de la région Wallonne, la région Wallonne, c'est vrai que c'est une proximité culturelle. La télé française dont il parlait, je pense que c'est un peu la même chose en Belgique. On regarde beaucoup aussi la politique française qui vous amuse beaucoup, j'ai l'impression d'ailleurs. C'est vrai. On m'entend ? Oui. Oui. Non, c'est sûr. Je dodelinais de la tête en écoutant Thierry parce que évidemment, je le rejoins sur beaucoup des points qu'il a cités. Entre autres, cette affection qui est pas feinte, une vraie affection pour la culture française, pour le talent, l'érudition. Ce sont des choses qui sont très très plaisantes et dont on manque parfois en Belgique francophone. L'offre est plus maigre. En France, il y a une offre qui est beaucoup plus large. Et on a un vrai talent. La région Wallonne, c'est à peu près la taille de la région Rhône-Alpes, c'est un peu plus petit peut-être ? Ça fait à peu près 3 millions d'habitants, donc c'est pas énorme. À l'échelle belge, on représente il y a une trentaine de %. Et au niveau des entreprises qui sont présentes, c'est plutôt des TPE ? Oui, tissu de TPE, PME très très dense, très comparable je pense à Auvergne-Rhône-Alpes.
D'accord. Avec quelques géants qui sont d'ailleurs aussi assez comparables, ou en tout cas dans les mêmes secteurs que cette région-ci, puisque on a un secteur biotech, on en parlait pour la Suisse, mais c'est valable également pour la Wallonie. L'immunologie, tout comme ici, est un secteur qui est très développé et dans lequel les pouvoirs publics aussi ont pas mal investi avec la création de pôles de compétitivité et d'encouragement au développement des affaires. Si on parle commerce extérieur wallon, c'est qui les premiers clients ? La France. La France, donc on est vos premiers clients. Oui, je dois le dire. Vous n'êtes pas le premier client de la Belgique, mais vous êtes le premier client de la Wallonie. Donc, alors ça, c'était encore... Non, mais... Alors, attention, la Wallonie ne représente que, en gros, 20%, entre 20 et 25% des exportations totales de la Belgique vers la France. Mais cette part la part totale de la Belgique est en augmentation. Et alors, si on boucle la comparaison et les chiffres, il faut savoir que la Belgique exporte plus vers la France que ce que la France exporte vers la Belgique. Ah oui. Donc, il y a encore une belle marge de progression pour la France en termes d'exportation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on est un entrepreneur de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour travailler sur le marché belge et sur le marché wallon? Si vous aviez quelques conseils à nous donner, ça serait lesquels? Comment venir d'abord? Pardon? Venir voir, déjà. Oui. Ne pas penser peut-être que la Wallonie est une sorte de énième région ou département du Nord, parce que ce serait sans doute se tromper. Il y a beaucoup de variations, beaucoup de variétés d'un coin à l'autre de la Wallonie en termes de pouvoir d'achat, en termes de secteur, de représentation sectorielle. Donc ça vaut vraiment la peine de venir à la rencontre des entreprises. Il y a une culture qui est quand même assez différente, elle est même très différente d'un coin à l'autre de la région. Donc il faut y passer un peu de temps et surtout que la Wallonie peut être une rampe de lancement pour un développement qui sortirait de la Wallonie, qui toucherait déjà Bruxelles dans un premier temps, toute la région bruxelloise qui est presque, je dirais, en Wallonie, hein, même si elle est géographiquement en Flandre, elle touche de tout près nos frontières. Et alors il y a la Flandre qui est juste à côté. Et la Flandre représente c'est 70%, 70%, 75%, ça dépend des années, de l'économie. Une grosse part du pouvoir d'achat de la Belgique est en Flandre. Donc la Wallonie, c'est une... Alors, je rejoins aussi la Suisse sur le côté marché-test, multiculturalité, ouverture vers le monde, petit pays, donc essentiellement tourné vers l'exportation. C'est le point de départ idéal, une fois qu'on est venu, qu'on a choisi son endroit, qu'on a trouvé son partenaire, pour rayonner au-delà. Chacun, de toute façon, vous êtes un hub, quoi, finalement, par rapport à des marchés avoisinants. Alors, comme on est vu, nous, Français, on ressemble à quoi dans l'esprit wallon? Un Français, c'est quoi? Napoléon, De Gaulle, ça c'est, je crois, les premiers noms qui vont venir à l'esprit en Wallonie, on a une ville qui s'appelle Waterloo, qui vous rappelle peut-être pas de très très bons souvenirs. C'est étonnant, elle est en Wallonie, mais elle a un nom à consonance flamande d'ailleurs. Mais c'est là que tout a commencé. Au niveau de l'État Belgique, la Belgique est née sur une défaite française. Bon, c'est pas un très bon départ pour nos relations. Non, elle est vue comment? C'est un pays ami. Je vais 2 minutes gentil. C'est le grand frère, c'est la famille du Sud, c'est l'endroit où on part en vacances, c'est les débats passionnants et passionnés à la télévision, c'est les grands films, c'est les grandes pièces de théâtre, c'est les grands auteurs. Bon, voilà, ça c'est la France. Et l'aspect négatif, puisqu'il y a un aspect positif, ouais. C'est que les Français, voilà, il faut se les farcir quoi, de temps en temps. Ah ouais. Quand vous voulez faire du business avec les Français, il faut accepter que
voilà, quand vous allez commencer une réunion, vous ne savez pas très bien quand elle va se terminer, par exemple. Et vous ne savez pas très bien non plus avec quel genre de résultat vous allez sortir de la réunion. Donc on n'est pas carré, quoi. Si ce n'est peut-être la programmation d'une deuxième réunion, ça, on est assez habitué de ce cas de figure. Nous, on est pas mal impacté par la culture, je dirais pas scandinave, faut pas exagérer, mais flamande, germanique, un peu anglo-saxonne, où on vise, on doit être concurrentiel avec les Hollandais. Les Hollandais, vous les connaissez, ils sont plutôt factuels, tac, tac, tac. On mange un petit brooch au fromage à midi avec un verre de lait, et puis c'est terminé. Ouais, donc, nous, on rentre en réunion, on n'a pas d'objectif, tandis qu'un Wallon qui rentre en réunion, il a un objectif précis auquel il faut qu'il arrive, quoi. C'est-à-dire que s'il a eu dans la semaine 5 rendez-vous avec des Flamands, et puis un rendez-vous avec un Français, je crois qu'il va pas mal apprécier le côté déjeuner, le côté rendez-vous qui s'éternise, où on part un petit peu dans tous les sens. Oui, non, ça, il aime bien aussi. Le Wallon est plutôt bon vivant, et dans ce sens-là, il est en fait très très proche du français. Alors, moi qui connais un peu la Wallonie, j'ai l'impression quand même qu'il y a, étant donné que les entreprises wallonnes sont plutôt petites, voire très petites, je pense qu'il y a des coopérations sans doute capitalistiques même d'ailleurs à trouver, pour soit faire des co-entreprises, soit... parce qu'il y a quand même une espèce de protectionnisme wallon, comme un protectionnisme suisse, hein, d'ailleurs c'est à peu près la même chose, ils sont extrêmement puissants. Hein. Extrêmement puissants. Parce que si t'es pas suisse, tu fais pas de business en Suisse. Hein. Il faut te déguiser en culotte de peau, quoi. Bah, oui, il faut un peu suiciser son langage, mais quand même la Suisse est un pays qui ne vit que, il y a 2 francs suisses sur 3 qui sont liés à l'exportation. Donc c'est un pays où 50% de la population, par exemple à Genève, ce sont des ressortissants internationaux. 24% de la population active sur le canton de Vaud, c'est pour les 2 chiffres que je connais, sont des ressortissants étrangers. Donc c'est quand même un pays ouvert. Plus ouvert que du monde. Et l'autre point, c'est que toute l'histoire économique de la Suisse, elle est liée à l'accueil de sociétés internationales. Nestlé, c'est pas suisse. Les banques, c'est tout, mais c'est pas suisse. La montre, c'est l'excellence française qui est venue. La pharmacie, la chimie, ce sont nos amis allemands qui sont venus s'installer en Suisse. Et les centaines de quartiers généraux américains qui ont fait notre fortune il y a de ça une quinzaine d'années, c'est des quartiers américains. Donc l'économie suisse, elle est très très liée au reste du monde, et elle a gagné en puissance grâce à l'accueil d'entrepreneurs qui viennent du monde entier. Alors après qu'il y ait des côtés folkloriques protectionnistes, oui, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel de l'économie suisse, c'est une économie qui est tournée vers l'accueil d'entrepreneurs qui viennent du monde entier. Beaucoup plus internationaux que nous. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour la Wallonie. Le taux d'exportation dans les entreprises wallonnes, je disais ça l'autre jour, est extrêmement élevé. C'est plus de 70%. On est à, pour la Wallonie, taux d'exportation. Ça je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on est pas loin de 90%. 80%. Ouais. Donc effectivement, sur 8 euros sur 10 sont vendus à l'international. Donc on a beaucoup de choses à apprendre finalement aussi de ces chefs d'entreprise qui font beaucoup plus d'international que nous. C'est assez étonnant. La Belgique, au total, exporte pour 55 milliards d'euros en France, mais n'importe que pour 33 milliards. C'est une balance du commerce extérieur inversée. Exactement. On aimerait bien avoir la même. Merci. 50% de la francophonie, c'est l'Afrique. Alors on parle beaucoup d'Afrique en ce moment. Emmanuel Macron y était quelques jours. On en reparlera tout à l'heure. Je vais demander à Africa ce qu'il en pense, de ce qu'il a dit, bien entendu, parce que comme ça nous fera un bon commentaire. Alors on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays un peu phare de l'Afrique de l'Ouest. Ça va comment d'ailleurs, Jean-Louis Giacometti, en Côte d'Ivoire? Beaucoup mieux depuis le mois d'août. On a vécu une année, un début d'année difficile. J'allais dire qui était prévisible, puisque plus ou moins tout le monde s'y attendait. Mais maintenant, ça fait partie des vieux souvenirs, on n'y pense plus. Et le gouvernement ivoirien, comme les entreprises implantées en Côte d'Ivoire et les entreprises ivoiriennes, regardent devant, pensent à 2018, qui se présente plutôt sous de très très bons auspices.
Alors on dit toujours que c'est un peu un territoire de la France, hein, l'Afrique au sens historique du terme. En tout cas, on l'a un peu trop dit. Oui. C'est peut-être plutôt ça. C'est ça. Ouais, d'abord, est-ce que c'est toujours vrai au jour d'aujourd'hui, ou est-ce que, parce que j'entends un peu à droite à gauche, où c'est un peu une espèce d'effet inverse qui est en train de se produire avec un rejet des grandes entreprises françaises qui sont implantées et qui font parfois pas que des choses intelligentes. Oui, c'est dommage que notre ami wallon et notre ami suisse ne nous aient pas dit que des fois on aimait bien se faire du mal. Parce que c'est vrai, quelque part. Je suis pas convaincu, mais alors absolument pas. Mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire est un pays particulier, mais je pense que notre ami du Mali pourra le confirmer. Je ne suis pas du tout convaincu que les entreprises françaises soient mal vues en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Au contraire, elles sont très attendues, et à ce que je remarque depuis maintenant 14 années, même avec des périodes et des régimes politiques qui étaient un peu plus, je dirais, patriotes économiquement parlant, je ne suis pas convaincu que ce que l'on veut bien dire au-delà des médias soit le reflet de la réalité. Alors, c'est quoi la réalité? Alors, la réalité, je prends le cas de la réalité sur la Côte d'Ivoire, c'est extrêmement simple. On a aujourd'hui un peu plus de 900 entreprises françaises implantées en Côte d'Ivoire, sachant que les entreprises du CAC 40 sont toutes là et qu'en l'espace de moins de 4 ans, il y a 200 nouvelles entreprises françaises qui sont venues s'implanter. C'est pas le fruit du hasard. Si on sentait qu'on était mal, on ne serait pas venu. Enfin, je pense pas, on n'est pas à ce point masochiste. Le deuxième point qui est important, à l'image de ce qu'indiquait monsieur, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est aussi un pays qui a une balance commerciale excédentaire. Et pour cause, se trouve dans ce pays énormément d'industries de transformation, et dont la vocation est précisément d'exporter à partir d'Abidjan, de San Pedro, de Yamoussoukro ou de Bouaké, c'est d'exporter vers la sous-région, dont le Mali, dont le Burkina, dont le Niger, dont même le Ghana, le Libéria. Et donc on arrive à des échanges qui aujourd'hui, sur les productions ivoiriennes, sont de plus de 50% de la production. Donc un produit sur deux part à partir de la Côte d'Ivoire sur la sous-région. Donc quand on parle de hub du pays wallon, ou de la Suisse, on est exactement dans ces mêmes configurations, avec un avantage peut-être supplémentaire, c'est que, sans vouloir bien entendu se comparer, parce qu'en PIB, on ne peut ni comparer ni au niveau du revenu par habitant, mais il y a des choses qui sont extrêmement équilibrantes dans beaucoup de pays de l'Afrique francophone, c'est qu'il y a une agriculture qui se développe, toujours de plus en plus, qu'il y a une industrie qui se développe et qui se modernise, et où on a des personnes qui sont de mieux en mieux formées, soit localement, soit en allant à l'étranger, et en revenant dans leur pays. Donc ça, c'est un phénomène nouveau. Et pour un petit peu finir, parce que je pourrais être très long là-dessus, on a parlé tout à l'heure des entreprises qui s'implantaient, mais il faut aussi parler de nos amis africains qui sont présents en France. Et ils sont nombreux. Vous avez par exemple 120 000 Ivoiriens en France, alors que nous sommes, que 22 000, dont la moitié des 22 000 ont la double nationalité française et ivoirienne. Pour finir, je dirais que les liens qui existent, mais c'est la même chose avec le Mali, les liens qui existent entre les Français et la Côte d'Ivoire ne datent pas d'aujourd'hui. Et malgré le changement des générations, je ne dirai rien de plus parce que c'est un débat, malgré le changement de génération, les liens qui existent sont persistants et extrêmement forts. Moi, je le constate tous les jours. Donc ça veut dire que, parce qu'on le voit aussi à la télé, ce sentiment anti-français qu'on entend, parce que dans les manifestations, je l'entends,
Et alors, il n'existe pas? Si, non, il existe. mais il y a deux choses. Il faut considérer que le jeune, mais notre ami du Mali pourra me le dire aussi, je suis sûr, les Africains aujourd'hui ont la possibilité de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent. Ce qu'ils n'avaient pas la possibilité avant, par correction, de faire. Donc quand vous avez des étudiants qui interpellent le président de la République, comme ça a été le cas au Burkina, nous on était sûrs de ce qui allait se passer. Mais certains, c'est-à-dire que vous alliez avoir un échange de vérité, où on allait dire des choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre de la part de bouche d'Africains jeunes, parce que c'est vrai que les jeunes, on ne les entend pas. Et là, c'était l'occasion de s'exprimer. Mais il n'y avait aucune malice. Moi, je trouve que même, il y avait même un peu de détresse. Puisqu'on reprochait, en fait, quelque chose qui n'était pas fait à un pays qui était l'ancien pays accompagnant. Est-ce qu'on ne cherche pas trop encore dans les vieilles robes et dans les vieilles histoires? Mais je suis convaincu que, prenant conscience de cela, dans le cadre du développement économique et de la formation des jeunes Africains, on va arriver dans moins de 5 ans à un tout autre discours sur le partenariat entre l'Afrique et la France. Sanou, bonjour. Sanou Sarr, bonjour. Bonjour. Donc du Mali, comme on en parlait. Petite réaction immédiatement. Vous avez pensé quoi du discours de Emmanuel Macron à Ouagadougou, et notamment par rapport à la diaspora? C'est quelque chose qui vous a touché, ou c'était un discours politique de plus? Est-ce qu'il y a un changement dans le discours de la France en Afrique, ou pas exactement? Merci beaucoup. Bon, la diaspora de façon générale contribue de façon très positive dans le développement de l'Afrique, plus que ce que même le gouvernement français apporte au gouvernement africain. Donc là, tout ce qui touche la diaspora de façon négative touche réellement au fond l'Afrique de façon générale. Puisque cette diaspora qui est là, soit intégrée ou pas, mais qui travaille au quotidien, participe au développement de l'Afrique, participe au développement de leur village, qui dans les temps, certains rôles régaliens de l'État ont été même exécutés par cette diaspora dans leur village, à savoir la construction d'écoles, la construction des centres de santé, la construction des lieux de culte et tout un système de prise en charge vraiment de la société, des rôles qui étaient dédiés même à l'État. Donc tout ce qui touche cette diaspora touche tout de suite et toute la population de façon générale. Est-ce que c'est pas ça, nous, chers entreprises françaises, qu'il faudrait qu'on intègre un petit peu plus d'ailleurs, de plus travailler avec des gens de la diaspora africaine présente ici? Ou est-ce que, en fait, il faut surtout qu'on trouve un interlocuteur malien au Mali, ivoirien en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça peut servir d'avoir des gens de la diaspora dans nos entreprises? Bien, l'un dans l'autre, ça ne peut pas être sûrement des positions figées ou des positions standards de travail. Mais il y a un constat quand même qu'il faut faire. C'est que la France a perdu une bonne partie de sa part de marché sur le continent africain, surtout dans la partie francophone. Sinon, dans le passé, après l'indépendance, il n'y avait pas un autre interlocuteur en matière d'affaires que la France. Mais qu'est-ce qui a baissé ça? Il faut chercher les raisons. Mais pourquoi? Les raisons sont d'autant simples. Elles sont peut-être chez les hommes d'affaires de part et d'autre, mais aussi au niveau institutionnel. Vous voyez aujourd'hui un événement tel que cet événement, où au Mali par exemple, une dizaine d'hommes d'affaires voulaient participer, des industriels, des hommes d'affaires qui travaillent aujourd'hui beaucoup plus avec la Chine et la Turquie, qu'on voulait exciter à venir, mais au niveau du consulat sont déjà bloqués et ils ne viennent pas. C'est un des gros problèmes, c'est les aspects visa, effectivement. Les visas. Donc là, c'est déjà un grand sont problème. Schengen, qui sont pas d'accord. Deuxième aspect, c'est que les hommes d'affaires français doivent aller beaucoup plus au fond, c'est-à-dire connaître la société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mouler les réalités françaises aux réalités africaines. Pourquoi eux qui étaient les champions en Afrique, aujourd'hui ne le sont plus? Que ce sont les Chinois, les Indiens, les Turcs,
les Marocains qui aujourd'hui sont en avant. Les Chinois, c'est parce qu'ils arrivent avec les financements. Hein. Non, pas que ça. Pas que ça. Les Français ne manquent pas de financement non plus. Mais c'est parce que les Français ne partent pas là où partent les Chinois. Quand vous arrivez dans une société, il faut vous confondre à cette société. Si vous venez, vous restez à l'écart, vous n'approchez pas les gens, vous ne cherchez pas à comprendre quelles sont leurs réalités, quels sont les éléments socio-culturels qui rentrent dans le cadre de la définition des affaires, vous tapez mal. C'est surtout ça. Deuxième chose également est que de prendre cette diaspora en compte, mais aussi de prendre en compte la collaboration avec les hommes d'affaires africains qui sont sur place, qui sont déjà des hommes d'affaires rodés dans leur pratique. Bon, mieux vaut que venir en plein milieu, créer son entreprise, croire qu'on peut aller seul. Quand on va sur un terrain qu'on ne connaît pas, il vaut mieux s'associer aux gens qui connaissent, même si plus tard il faut y aller seul. Donc là, c'est un peu des raisons qui font que vraiment les choses ont beaucoup plus baissé en matière d'affaires. Mais je suis d'accord avec mon homologue de la Côte d'Ivoire que cet amour entre ces deux pays, ces deux pays existent, ou bien ce continent et ces pays, et la France existe. Que ce soit la Belgique, la Suisse, le premier élément facteur qui entraîne, qui consolide ce rapport, c'est le langage, c'est-à-dire la langue française. Je n'ai pas besoin d'interprète si je parle avec vous. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me traduire la notice de quelque chose que vous me vendez. Je n'ai pas besoin d'aller faire une autre formation en langue pour apprendre quelque chose. Donc cet avantage-là existe et cet amour jusqu'à présent, les Africains ne l'ont pas jeté. Mais, entre parenthèses, il y a certains mots, il ne faut pas qu'on ait peur de les dire. Qu'on ne vienne pas, c'est-à-dire quand tu viens en tant qu'homme d'affaires, tu me vois en tant qu'homme d'affaires, mais tu me vois inférieur à toi comme donneur de leçons, là en matière d'affaires, ça ne marche pas. Les Chinois ont plus les Africains d'hommes égal à égal, traitent avec eux. Bien qu'ils n'ont pas de matériel de qualité, on le connaît. Ce qu'ils nous vendent, ce n'est pas de qualité. Mais aujourd'hui, les milliards qui de l'Afrique drainent sont à leur direction. Et c'est surtout ce qu'il faut corriger. Et nous souhaitons que cela soit corrigé. Mon avion fait 5 heures de temps entre Bamako et Paris. J'ai fait 24 heures pour arriver en Chine. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que je vais en Chine? Je viens ici, je n'ai pas besoin d'interprète. Je rentre là où je veux, j'ai déjà une diaspora présente ici où je me sens même chez moi. Donc, il y a beaucoup à faire changer, mais surtout dans la culture, dans la compréhension de l'homme d'affaires français vers l'Afrique. Nous sommes prêts à recevoir, mais il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de choses. Et une chose aussi importante, ça ce sont les médias qui ne vous aident pas et qui ne nous aident pas. Les médias donnent une autre image de l'Afrique. Cette image des gens sauvages, des gens qui... Nous avons dépassé ça. C'est le sensationnel sur lequel les médias jouent. Faire peur. Aujourd'hui, vous me voyez malien, vous croyez que mais au Mali, là, c'est pas la peine. Si je dis, vous venez au Mali, il va dire non, 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 non. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Alors, mais nous vivons. En Côte d'Ivoire, il fait un moment, personne, les gens vont peur de partir. Et aujourd'hui, tout le monde court parce qu'on dit qu'il y a la stabilité. Mais au Mali, il n'y a qu'une petite partie où il y a un problème. Mais tout le pays est frappé par ça parce que les médias extrapolent. Jean-Louis, ça c'est été très vrai sur la Côte d'Ivoire d'ailleurs, entre parenthèses. Oui. Alors, comment, peut-être réaction d'abord. Je voulais réagir par rapport à ce qui était dit sur la présence française et sur le recul. Quitte à tordre le cou aux idées reçues, moi je voudrais qu'on suive simplement l'évolution de nos systèmes économiques et la mondialisation qui a participé à l'explosion de notre présence à l'extérieur, voire au démembrement de l'industrie qui était partie prenante et qui était très très forte en France et qui l'est moins. Moi, quand je compare les statistiques sur les 5 dernières années des investissements directs étrangers en Côte d'Ivoire réalisés par la France et de l'apport financier, j'ai les résultats suivants. Entre 12 et 15% des investissements directs étrangers sont français, ils restent les premiers sur une longue durée. Si je prends le cas du Maroc, ils ont réalisé qu'en 2014, un investissement équivalent à 20% des investissements directs étrangers. Si je les prends dans la durée, ils se retrouvent 4e. Dernier point concernant les montants de soutien aux pays dans le cadre du secteur privé. La France, pendant 5 ans,
arrive en premier au soutien de l'économie ivoirienne pour 42% des montants empruntés. La Banque mondiale arrive en deuxième et l'Union européenne arrive en cinquième avec 2,3%. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Alors, autant les médias racontent, autant on a envie qu'on pense aussi comme les médias sur la présence française. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'est plus présent de la même façon en Afrique. Il y a effectivement une concurrence qui s'est installée, mais qui représente nos produits. C'est-à-dire que le produit français qui est représenté n'est pas obligatoirement représenté par un Français, ce qui était le cas jusque dans les années 80-90. Et particulièrement sur la Côte d'Ivoire, puisqu'à partir de 2000, de 2002, quand il y a eu ce qu'on a malheureusement connu, quand je dis on, je m'associe aux Ivoiriens, c'est qu'il y a beaucoup effectivement de Français qui avaient des PME, PMI et qui ont été obligés de vendre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on serait très étonné de voir que finalement, en tout cas en Côte d'Ivoire, notre présence n'a pas autant baissé. Quand vous avez 200 entreprises supplémentaires qui arrivent en l'espace de 3 ans, je ne connais pas d'autres pays qui ont réalisé la même chose. Mais on va laisser sur ce genre de choses. Tu me posais une question. Donc, qu'est-ce qu'un chef d'entreprise français doit savoir pour mieux se développer en Côte d'Ivoire, au Mali? C'est une question que je vais tous vous poser. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour changer notre équation, pour se développer plus facilement ou pour avoir plus facilement des partenaires? Premier conseil. Moi, je rejoindrai ce qu'a dit monsieur et j'ajouterai peut-être 2 éléments. Le premier, c'est l'écoute. On n'écoute pas. On n'écoute pas les gens chez lesquels on se trouve, vers lesquels nous allons. On ne les écoute pas. On parle avant. Et comme il y a une culture de silence, du silence, dont peut-être vous pourriez parler, qui fait partie de l'échange, nous, on a peur du silence. On en a peur. Quand on est face à une personne et que la personne vous regarde et qu'elle ne parle pas, eh ben vous essayez de meubler. Et c'est là où c'est le plus terrible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'humilité et la discrétion. On ne sait pas s'effacer. On ne sait pas travailler dans notre coin avec des partenaires nationaux, quitte à complètement disparaître derrière les partenaires nationaux, ce qui fait la raison d'ailleurs pour laquelle on est moins visible qu'avant et où on dit effectivement la France n'est pas présente, etc. Mais il y a des gens qui n'ont même pas envie de se faire connaître à la Chambre de commerce française ou de l'ambassade et qui sont présents dans le pays. Donc, le silence, la culture du silence, la discrétion, l'humilité et un dernier point, assurer sa présence permanente. Quand vous prospectez le Mali, vous n'y allez pas 2 fois dans l'année. Vous y allez tous les 2 mois. Et vous entretenez cette relation. Et si vous ne pouvez pas y aller, vous faites venir votre partenaire malien et vous faites venir votre partenaire ivoirien en France. Et vous vous arrangez, et je souscris totalement à ce qui a été dit, vous vous arrangez pour que, au niveau du consulat général de France, ils aient les visas. Nous, on se bat tous les jours et je peux vous dire qu'on arrive à gagner très souvent. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour moi. Sanoussa? Ben, je ne répéterai pas ce qui a été déjà dit, mais les hommes d'affaires français et même les structures qui les encadrent dans le cadre d'aller vers l'Afrique ont besoin d'une formation. Une formation de savoir comment se comporter avec l'homme d'affaires africain. C'est extrêmement important. Nous sommes prêts à le faire. Nous sommes prêts à vous accompagner dans ce cadre-là. Deuxième chose, il y a des structures fiables sur place. Lui qui représente la Chambre de commerce française à Côte d'Ivoire, qui connaît le tissu économique ivoirien, qui connaît la France, qui connaît qui sont les bons hommes, qui sont les mauvais. Nous sommes pareils au Mali, il y en a d'autres dans d'autres pays. S'adosser à ces structures-là pour en fait éviter les brebis galeuses puisqu'elles existent partout. Il n'y a pas qu'à chez nous, ils existent partout. Parce qu'un homme d'affaires, une fois qu'il tombe sur une brebis galeuse, c'est fini, il dit bye bye, il s'en va, il a raison. Mais nous pouvons, dans le cadre des structures que nous avons mises en place, leur faire éviter de telles erreurs en les accompagnant. De bout en bout.
Même que ce soit dans le cadre des litiges également, parce que là, il faut qu'on en parle. Dans le cadre des litiges, la majeure partie des entreprises étrangères perdent en procédure judiciaire. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'il y a un certain nombre d'éléments, une affaire commerciale, qu'un juge français juge, le verdict n'est pas le même que le verdict d'un juge malien ou ivoirien. Parce qu'il se trouvait qu'en Afrique, certains éléments intègrent cette affaire que le juge français ne voit pas, que le français lui-même ne comprend pas. Mais s'il me dit, je dirais non, va dire ça, va dire ceci. En ce moment, cela donne une idée à celui qui juge. Donc voilà un peu un certain nombre d'éléments que vous devez savoir. Mais ensuite, sachez vendre l'Afrique, vous-même. Vendez cette Afrique pour qu'on ait confiance. Parce que tant que le mental est blessé, rien ne marche. Merci. Bon, c'est de la formation interculturelle. Je le note, ça va nous faire des formations interculturelles au business en Afrique. Jean-Louis aussi, super. Patrice, dernière suggestion, un conseil à donner à des chefs d'entreprise français qui veulent se développer en territoire wallon. Je m'attendais pas à conclure là-dessus. Non, mais je vais m'inspirer très fort de ce qui vient d'être dit et revenir au thème. Il sera juste après le conclusion. Donc un conseil, comme ça, le truc qu'il faut faire, auquel on pense jamais nous. Je crois que dans francophonie, il y a francophone, dans francophone, il y a français, dans français, il y a France. Il ne faut pas que les Français croient que parce qu'on parle la même langue, on est en terrain conquis. C'est un facilitateur qu'on a tous intérêt, je pense, à exploiter. On a un magnifique trait d'union, comme tu disais très justement. Et la langue, c'est aussi, ça nous lie à l'affectif. C'est quelque chose qui fait parler les sens. Donc, on a je pense, un univers de travail qui est un beau cadeau, hein, cette langue que nous partageons tous. Mais il ne faut surtout pas croire que ça suffit pour faire des affaires comme on les fait à la maison. En fait, c'est se tirer dans le pied, c'est gâcher sa chance. Alors qu'on a ce premier pas qui est déjà fait, il ne faut surtout pas gâcher le suivant. Voilà, c'est ce que je dirais. Thierry, la même question. Le truc qu'il ne faut absolument pas faire ou qu'il faut faire si on veut faire des affaires en Suisse. C'est difficile. Enfin, j'ai du mal à proposer une autre proposition que celle qui a été faite par mes trois précédents interlocuteurs. Moi, je dirais que le trait commun que je retiens, c'est on est dans un monde technologiquement très compliqué. Et là, au cours de cette conversation, la technologie n'a absolument pas été abordée. Le plus difficile, c'est cette humilité, cette capacité à écouter l'autre. Et c'est peut-être cette culture française dominante qui nous handicape, qui nous favorise en même temps, parce que ça crée une image positive. Mais c'est cette capacité aujourd'hui qu'auront les chefs d'entreprise français à se déposséder de cette arrogance pour être à l'écoute des interlocuteurs du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Belgique et de la Suisse. Et ça, je pense que c'est... Plus j'avance depuis 16 ans que je fais ce métier, plus je découvre que nous avons effectivement, en tant qu'entrepreneurs, besoin de beaucoup d'écoute de nos interlocuteurs et que le diable, il est dans le détail. C'est pas simplement de le dire. Vous avez insisté sur le côté le vivre. Ça, on peut conceptualiser, mais je crois que l'attitude positive, c'est celle de le vivre. Merci, messieurs. J'en conclus qu'on est à la fois fort de nos différences, finalement, et que c'est un peu nos différences et d'être à l'écoute de celles-ci qui fera un peu notre performance dans un espace francophone, et que la francophonie, même si on a le même véhicule de langage, on n'a pas le même véhicule culturel, et on a un vécu qui est extrêmement différent, et donc il faut s'en servir, et à la fois avoir l'humilité des différences qui nous rassemblent à travers un socle véhiculaire dont il faut se méfier, finalement, et dont il faut être particulièrement attentif. Voilà, pour nos amis transfrontaliers, ça voudra forcément dire quelque chose parce que vous le vivez tous au quotidien. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, et comme quoi je pense qu'on peut se souhaiter des bonnes affaires à l'international. Alors comme ça fait 16% du PIB mondial, je pense qu'on a encore de la place à développer un certain nombre de choses. Merci à vous tous.